Chapitre 20. Coup de grâce. Une semaine après son premier passage, le docteur vétérinaire revint, accompagné, comme il l'avait annoncé, de la spécialiste canadienne qui préparait une thèse sur l'Ichthyophonus. Ils visitèrent l'élevage, effectuèrent quelques prélèvements, ce qui semblait pour eux constituer un rite nécessaire, et repartirent après avoir consulté mes statistiques personnelles concernant la mortalité attribuée à cette maladie. Avant leur départ, nous eûmes le temps d'échanger quelques réflexions et, sans que je m'y sois le moins du monde attendu, au cours de la conversation, ils me mirent en face d'un choix que je ne pouvais avoir imaginé par avance, et auquel je ne m'étais donc pas préparé. Faute d'auditoire, il m'arrivait depuis quelque temps de soliloquer. Je posais des questions à un auditeur imaginaire et me donnais ensuite une réponse appropriée. Je fis de même, et les deux scientifiques jouèrent ce jour-là un rôle d'auditeur muet. Je crois me rappeler mon monologue. Il exposait une stratégie à court terme, ainsi que ses conséquences. Je dis, sans attendre de réponse, « À votre avis, ces truites sont donc condamnées ? Soit. Mais je puis prendre les devants. Je vais vendre tout de suite les poissons qui sont vendables. Je vais les vendre avant que ces poissons ne se contaminent les uns les autres, puisque cet affreux champignon est contagieux. Il faut que je le prenne de vitesse. » Comme mon auditoire se taisait, j'ai sans doute continué mon exposé. Je vais immédiatement contacter les Halles de Paris. À cette date, Rungis n'existait pas encore. Il y a des mandataires qui me connaissent bien. Je suis sûr qu'ils vont faire un effort pour me prendre le tout. Au besoin, je trouverai un moyen de transport et j'irai les livrer moi-même. Et je poursuivis dans le même style. Sans doute faudra-t-il que je fasse des efforts, je sois arrangeant pour les prix, mais j'ai confiance, cela devrait marcher, et ce sera toujours cela de sauver. En exposant ainsi mes intentions, je me rassérénais un peu. Cela ferait une rentrée d'argent assez conséquente et rapide, parce que les mandataires ont l'habitude de payer dans des délais courts. D'autre part, les poissons ont encore assez bon aspect, et en s'y prenant rapidement, on devrait pouvoir faire des lots présentables, soigner les emballages encore plus que nous le faisons généralement, et donc réussir à bien vendre. Mes visiteurs avaient écouté mon monologue sans l'interrompre. L'un d'eux, je ne sais plus lequel, prit la parole et dit à peu près ceci. « Je ne peux pas vous cacher qu'il y a un risque. L'Ichthyophonus opheri est contagieux pour les poissons, mais il est probablement également contagieux pour l'homme. Dans l'état actuel des connaissances à ce sujet, il n'est pas certain que ce champignon ne soit pas transmissible à ceux qui le consomment ou le manipulent. » Je ne sus que dire. J'interrogeai. « Vous me dites que je ne puis pas les vendre ? » ?»« Non, je n'ai pas dit que vous ne pourriez pas les vendre. Sans aucun doute le pouvez-vous. Mais savoir si vous devez le faire. » Et il appuyait sur le mot. « Si vous pouvez faire, assumer le risque par vos clients. Ça, monsieur, c'est une question d'éthique ou de morale, et nous n'avons pas la réponse. C'est vous qui savez ce que vous devez faire. Mais nous
Nous avons le devoir de vous mettre en face de vos responsabilités. Et nous vous confirmons que ces poissons peuvent être considérés comme vecteurs potentiels d'un risque de contagion pour l'homme. Le dilemme était celui-ci. Ou bien je vendais les lots de poissons contaminés et je gagnerais un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle sauver les meubles. Ou bien je détruisais le cheptel contaminé et alors je m'enfoncerais encore davantage dans les difficultés financières. C'était bien en effet une question d'éthique personnelle. Avais-je le droit de faire courir un risque à des innocents? Il fallait trancher. Je pris assez vite ma décision. J'arrêtais toute vente des lots contaminés. Je décidai cependant d'attendre avant de détruire le cheptel concerné. Les conséquences financières furent immédiates. Je plongeais dans le rouge des comptes débiteurs, une descente vertigineuse. C'était un moment où arrivaient à échéance des effets bancaires que j'avais acceptés et qui pour moi représentaient une somme considérable. La certitude de ne pas pouvoir trouver l'argent en temps utile hantait mes journées et mes nuits. Il y avait la perspective d'être déclaré en cessation de paiement, et tout ce que cela impliquait vis-à-vis des ouvriers, des fournisseurs, des clients, de ma belle famille surtout. La honte que j'imaginais, la ruine de toutes mes tentatives pour surnager dans cet océan de difficultés. Alors, que faire? Je fis comme l'autruche qui cache sa tête pour échapper aux chasseurs. J'usais de subterfuge pour éviter de rencontrer le fondé de pouvoir ou le directeur de la banque, où étaient domiciliés les effets dont la seule pensée me rendait malade. Je n'avais en vue aucune solution, aucun moyen de reculer les échéances qui avaient été déjà prorogées 2 fois. Et le temps passait. Pour financer les dépenses courantes, je sacrifiais, on dit aussi bradais, certains lots de truites qui avaient été nourris autrement qu'aux poissons de mer. Elles étaient destinées à la reproduction. Les vendre, c'était vendre Chomblé en herbe. Mais que faire d'autre? Je m'agitais beaucoup, mais j'avais l'impression de mener un combat d'arrière-garde, sans issue satisfaisante en vue. Moi, ce n'était que des expédients et en aucun cas des panacées. Chaque jour me rapprochait de la date de l'échéance, de l'hallali, dont j'allais être le gibier. J'avais horriblement peur de cette épreuve qui s'annonçait. Et certains soirs, rentré dans ma maison vide, miné par les soucis de la journée, me préparant un triste dîner à consommer seul, je me sentais à bout de force et je pensais « je ne pourrai plus tenir longtemps ». Mes enfants me manquaient dans cette période tourmentée. Je ne les voyais plus. J'étais malheureux de ne plus être témoin de l'enfance de mes propres enfants. Elle est si pleine de charme, cette merveilleuse petite enfance, et elle passe si vite. Je me disais, elle ne reviendra jamais. Ce mot, jamais, me torturait.
une vie de famille m'aurait soutenu. Elle me manquait cruellement. Et cette maison, j'en avais rêvé. Aurais-je pu mettre davantage de cœur à la construire? Je faisais revivre en les évoquant des souvenirs encore récents. Cette maison, je l'avais faite, ou presque, de mes mains. C'était pour ma famille. Et c'était si difficile de la mettre en chantier, au moment même où mes affaires, et aussi ma santé, commençaient à aller mal. Quelle incohérence et quel gâchis! Un soir, où la coupe était particulièrement amère, je suis monté dans ma chambre. Elle était froide. La nuit venait. Je me suis senti écrasé. Je suis tombé, ou plutôt je me suis laissé glisser, anéanti, sur le plancher qui était recouvert d'une moquette dure, plastifiée. Elle me faisait mal aux genoux. Je me suis approché du lit et je m'y suis appuyé, les bras à plat, les doigts joints, et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré tout ce que je pouvais, sans chercher à retenir les larmes. Elles coulaient, coulaient. C'était comme un trop-plein. Depuis, j'ai eu l'occasion d'avaler des décamètres de couleuvres et de verser des litres de larmes, mais je n'en ai guère conservé le souvenir. Celles-là furent de celles que je n'oublie pas. Le souvenir de la salve des dernières cartouches me sort pas aisément de la mémoire. Je n'ai pas pris l'habitude de faire état de mes émotions, encore moins de les montrer. Mais ce jour-là, je n'avais pas témoin, alors je me suis laissé aller. Ça fait du bien de s'abandonner. Au fur et à mesure que tombaient les larmes, que je ne cherchais pas à arrêter, je m'appuyais davantage sur les coudes, gardant le front pressé sur le dessus du lit, et je me rendis compte que j'avais inconsciemment pris la posture d'un suppliant, d'un être abîmé dans le malheur. Mes mains s'étaient naturellement jointes comme pour une prière, et des mots sont venus à mes lèvres, d'abord des bribes de phrases sans suite, venant de l'intérieur, et puis un vrai exposé de détresse à Dieu, lui que j'avais oublié de prier depuis bien longtemps. Alors je me suis rattrapé. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai tout expliqué dans des phrases hachées et avec des mots qui m'appartenaient. Je redécouvrais le seul interlocuteur valable auquel depuis longtemps j'aurais dû recourir. Mais je ne l'avais pas fait. Peut-être n'était-il pas trop tard. Je restais prostré longtemps, nullement consolé, simplement libéré par cette démarche qui était un aveu d'impuissance, mais aussi un appel. Était-ce d'être délivré de cette amertume insupportable que je traînais? Peut-être. Il n'y avait dans mes demandes rien de précis. Quoi demander? Il y avait tant de choses qui n'allaient pas. Y avait-il une priorité? Je crois que j'ai laissé l'initiative à Dieu et que j'ai prié en général et non en particulier. En fait, c'était faire confiance, mais je l'ignorais.
Je n'avais pas exposé un résultat sur un point précis. J'avais exposé mes soucis en vrac. À Dieu de trancher, cas par cas, s'il le voulait bien. J'avais aussi conscience d'avoir trop attendu, d'appeler au dernier moment, peut-être trop tard, qui sait, peut-être même de vexer Dieu. Ensuite, insensiblement, ma peine m'a anesthésié et j'ai glissé des larmes au sommeil, puis au rêve. Je me souviens de m'être réveillé au milieu de la nuit. J'étais habillé, là mon corps un peu disloqué, mais apaisé dans une certaine mesure. Je me suis déshabillé, me suis couché et me suis endormi aussitôt. À mon réveil, une idée s'est imposée. Il fallait que je demande de l'aide, des prières, à une communauté de religieuses que j'avais été amené à connaître quand Élisabeth avait fait un séjour dans une maternité qui en dépendait. La foi de ces femmes et leur disponibilité m'avaient impressionné. Aussi écrivis-je sur le champ une lettre à l'une des religieuses qui s'était occupée spécialement de nous. Je lui exposai ma détresse en abrégeant. Je me rappelle lui avoir fait mention dans ma lettre de cette échéance si proche qui me causait une peur panique. J'ai reçu la réponse de cette religieuse 3 jours après avoir écrit. Sa lettre était brève. Elle m'assurait de sa sympathie et me disait que la communauté prierait à mes intentions personnelles et familiales, et particulièrement au moment de cette échéance dont j'avais parlé. Elle me disait aussi, en fin de lettre, « Ayez confiance ». Et j'ai pensé, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais sa lettre m'avait apporté un peu de réconfort. Le 30 du mois était un samedi. Je calculais qu'il n'y aurait aucune transaction bancaire avant le mardi. J'avais 3 jours pour mettre mes affaires en ordre. Ma banque allait refuser de payer les effets que j'avais acceptés. Et mon fournisseur, qui n'avait pas de raison particulière pour faire du sentiment à mon égard, allait se transformer en créancier. La cessation de paiement se profilait à l'horizon rapproché, avec toutes ses conséquences. Les ventes des semaines précédentes avaient réduit mon découvert bancaire. Mais les perspectives à très court terme étaient mauvaises. Il faudrait attendre près de 2 mois avant que la nouvelle production, c'est-à-dire les truites de l'année en cours, atteignent une taille commerciale. Ces poissons, n'ayant pas été nourris aux poissons de mer, n'étaient pas contaminés et pourraient être vendus. Cependant, je n'avais aucune solution présente à l'esprit pour réaliser ce qui s'appelait une soudure, c'est-à-dire obtenir de l'argent frais, me permettant pendant les 2 mois de financer les charges et les dépenses courantes de l'entreprise. Je me résignais. Les derniers jours du mois, je m'efforçais d'être pragmatique. Je pris des bains de comptabilité à m'y noyer. Je tournais et retournais les chiffres.
réglait les factures urgentes, établit le paiement des salaires et des charges correspondantes. Je commençais même à écrire des lettres de licenciement pour les ouvriers dont j'allais être obligé de me séparer. Je me préparais à l'inéluctable. Le samedi après-midi, le personnel ne travaillait pas. J'assurais moi-même la surveillance et diverses tâches routinières. Le matin, j'avais fait le tour des bassins et constaté une amélioration de l'état sanitaire des truites. Il n'y avait presque plus de poissons morts collés aux grilles. Aucun signe de mortalité récente. C'était nouveau. J'avais terminé ma tournée habituelle des bassins quand les aboiements des chiens me signalèrent une visite. Je vis arriver une voiture conduite par un chauffeur en livrée. Elle s'arrêta. Le conducteur descendit, ouvrit la portière en saluant et aida à descendre quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait longtemps que je n'avais vu ces pratiques caractéristiques d'une époque révolue et auxquelles j'avais été habitué. C'était un peu anachronique, mais ne m'aurait pas frappé s'il y avait eu comme un hiatus entre la livrée du conducteur et la simplicité de la mise et des manières de la personne qui l'accompagnait. Je les vis échanger quelques paroles. Puis le chauffeur regarda sa montre, remonta en voiture, conduisit celle-ci à l'ombre d'un bâtiment, ouvrit un journal et se mit à lire. Pendant ce temps, cette personne qui était descendue de voiture se dirigea vers les bassins où je me trouvais. C'était un homme de taille moyenne. Il avait des cheveux gris coupés en broche et le teint mat. Il pouvait avoir une 60aine d'années. Habillé d'un costume de couleur foncée, il portait une chemise claire et une cravate grise. Il avait des chaussures de ville, ce qui le faisait hésiter sur les endroits où poser les pieds pour éviter les fondrières de l'entrée qui contenaient encore un peu de l'eau tombée pendant la pluie de la veille. Quand il fut proche, je remarquai qu'il ne portait pas d'alliance. Il se présenta, Pierre Chang. Je sus immédiatement qui il était. J'avais entendu mentionner son nom par des amis communs, mais je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Sa famille était d'origine chinoise et lui-même habitait la Bretagne depuis longtemps. C'était un industriel connu qui avait entre autres des intérêts dans les usines de conserve du sud de la province. Sa réputation était celle d'un chef d'entreprise de grande valeur professionnelle et humaine. Il m'expliqua que ce jour-là, il avait profité d'une réunion d'affaires dans la région, terminée plus tôt que prévu, pour faire un détour de quelques kilomètres dans le but de visiter mon élevage dont nos amis lui avaient parlé. Je lui fis visiter l'exploitation à laquelle il sembla s'intéresser. Je me sentais en confiance avec lui et lui parlais de la création de cette affaire, des résultats que j'avais obtenus et d'une partie des difficultés rencontrées. Je fus amené à parler de ma situation familiale, difficile, et lui dis les espoirs que j'avais mis dans une amélioration de celle-ci,
quand mes affaires iraient mieux. Pour le moment, ce n'était pas le cas. Chang parut étonné de mon pessimisme concernant l'avenir à court terme de mon élevage, et j'en vins à lui exposer les tout récents problèmes rencontrés. Il me posa alors quelques questions précises, et pour lui répondre, je lui donnai des chiffres qui m'amenèrent à proposer de lui montrer ma comptabilité qui était à jour, et à lui dire que ses avis seraient, pour moi, très précieux, particulièrement au sujet de ce que je devais faire à propos de l'échéance qui tombait ce même jour, le samedi 30 du même mois. Mon visiteur regarda l'heure et me demanda s'il pouvait compter sur moi pour le reconduire en voiture à la ville voisine où il avait un autre rendez-vous. Si oui, il disposerait de 2 heures et préférait renvoyer son chauffeur pour ne pas le faire attendre aussi longtemps. Il me consacrerait volontiers ce temps, suffisant, à son avis, pour passer en revue les différents aspects économiques ou financiers de mon entreprise. C'est à peu près ce qu'il me dit. Je le priai de m'excuser de n'avoir qu'une camionnette, mais cela n'eut pas l'air de le gêner. Il entra dans le moulin et se plongea dans l'examen de mes comptes. Il en fit l'analyse d'une manière claire et compréhensible que je n'avais encore jamais rencontrée. Il mentionna, je m'en souviens, des ratios d'entreprise qui n'étaient pas respectés. Ceci n'éveilla pas chez moi d'écho particulier. Je ne connaissais pas encore ces termes. Ensuite, il fit une sorte de synthèse des résultats et donna ses conclusions. Tout cela sous forme de monologue en commentant les écritures ou les chiffres à mi-voix. Je voyais qu'il dominait la question. La plupart des termes qu'employait Chang étaient nouveaux pour moi. J'entrais à sa suite dans un monde neuf, celui de la gestion financière d'une entreprise. Et je mesurais le chemin qui me restait à parcourir dans ce domaine pour lequel je n'avais pas été formé et dont je commençais à percevoir toute l'utilité. Il avait pris quelques notes, reposa sur la table le crayon qui lui avait servi, me regarda et me dit « Je vois une solution immédiate. Il faut que vous demandiez à votre banque de vous consentir un crédit relais du montant de vos dettes à court terme, augmenté de celui de vos dépenses d'exploitation jusqu'à la date où vous commencerez à avoir des rentrées d'argent. Vous avez dit 2 mois, n'est-ce pas? J'espère que votre banque pourra vous faire des conditions acceptables. » Il continua, je l'entends encore. Pour plus de sécurité, demandez ce relais pour 3 mois. Il parlait comme si c'était chose faite. Mais moi, je savais bien que non. Je lui rappelais la quasi-impossibilité pour moi d'obtenir un crédit de ce type. Et je soulignais les faits. Les effets présentés ce même jour à l'encaissement avaient déjà été prorogés 2 fois. Et la banque refusait de les payer. Mes observations n'eurent pas l'air de l'impressionner. Il se leva et se prépara à repartir, sortit et prit place dans la camionnette dont je venais hâtivement de nettoyer le pare-brise et les vitres. La conversation sur des sujets étrangers à nos propos précédents m'amenèrent
à lui parler des possibilités de mettre des truites en conserve. Mais je ne recueillis pas d'écho autre que le conseil de penser à cette question, qui ne manquait pas d'intérêt. Ce furent ces termes qu'il employa. Quand les poissons seraient définitivement reconnus sains par les vétérinaires spécialisés que je connaissais. Et ce fut tout sur cette question. Nous étions arrivés à destination. Je le remerciai de sa visite et de ses conseils. Il me sourit, et c'est ainsi que se produisit l'inattendu absolu. Pierre Chang me dit tout en descendant de voiture. Je ne vous l'ai pas précisé. Il avait l'air gêné de ce qu'il se préparait à dire. Il se trouve que je suis administrateur de votre banque. J'ai des raisons de penser qu'un avis favorable de ma part, et je puis le donner après la visite approfondie que vous m'avez permis de faire, et nos différentes réflexions sur vos affaires, que cet avis devrait aider à assouplir la position du directeur de votre agence. Après tout, on peut comprendre son point de vue. Il n'a pas eu connaissance du contexte. Une fois informé, il ne vous refusera pas un crédit relais. Et je veillerai à ce que les conditions qui vous seront proposées soient raisonnables. Je ne trouvais rien à répondre. J'étais abasourdi. Il continua. Je retire une bonne impression de votre affaire. Cher monsieur, et si cela s'avérait indispensable, j'accepterai de cautionner personnellement le prêt qui vous sera consenti. Il est normal d'aider un jeune homme à surmonter quelques difficultés que je juge heureusement passagères et conjoncturelles. Je ne voyais pas nettement la portée du mot cautionner, mais je devinais qu'il s'agissait d'une faveur qu'il me faisait, à moi, qui ne le connaissais que depuis 2 heures à peine. Je ne savais comment le remercier, et c'était tellement inattendu. Je ne sais même pas si j'ai pensé à lui dire que j'acceptais son appui, avec beaucoup de reconnaissance, et qu'il me redonnait espoir dans l'avenir. En me quittant, mon visiteur me dit qu'il prendrait contact dès le mardi de la semaine suivante avec les responsables du service des prêts de la banque et aussi avec le directeur de l'agence locale. Et il termina en ajoutant « J'ai bon espoir que ça s'arrange comme nous le souhaitons, n'est-ce pas ? Ayez confiance. » C'étaient les mots qui terminaient la lettre de la religieuse. Je fus frappé par cette coïncidence. Quelques semaines après, je revis cet homme. Je venais le remercier. Tout s'était passé comme il me l'avait annoncé. Les effets avaient été payés à la date de leur présentation. J'avais obtenu le crédit relais demandé. Le directeur de l'agence me saluait maintenant comme si j'avais été un personnage important. Mon entreprise était remise sur ses rails. C'était le début d'une reprise des affaires. Je remerciais Chang chaleureusement et je lui demandais des raisons de son attitude si efficace et si généreuse. Il fut évasif dans sa réponse et me dit seulement que le matin même du jour où il était venu me voir, il avait ressenti une forte impulsion, comme un appel. Il fallait qu'il allât visiter cette affaire dont ses amis lui avaient parlé. Il avait eu le sentiment que c'était nécessaire et il avait
obéi à cette intuition. C'était tout. Les affaires reprirent. C'était mieux que l'année précédente. Plusieurs mois passèrent. La routine s'installa. Je recevais parfois des lettres de ce trio lointain que je persistais à vouloir appeler ma famille. C'était quelques lignes pour rappeler un grief ou insister sur le retard d'un envoi d'argent. Des cartes postales de mes enfants les accompagnaient habituellement. Quelques mots d'une écriture encore malhabile, mais si précieuse pour l'isolé affectif que j'étais. Dans aucune de ces lettres on ne parlait de retour. Jamais des projets communs n'y étaient évoqués. J'étais exclu du rêve. J'adressais 2 réponses pour une lettre reçue. Puis, peu à peu, je commençais à me décourager d'établir des schémas pour un avenir sans écho. Quelquefois, mais de moins en moins, je parlais de mes difficultés, de mes espoirs. Je décrivais mes souhaits. Mais à quoi bon? La dominante, c'était une impression affligeante de l'inutilité de mes efforts.